Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la team 2-0 avec vous, Francis à la présentation. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Christian. Salut Christian. Ici c'est Paris. Salut les gars. D'accord, c'est parfait. Un autre supporter du Paris Saint-Germain qui est très heureux. Nous sommes envahis par les Parisiens. Dr B, bonsoir. Bonsoir la team 2-0, j'espère que vous allez tous bien, ravi de me retrouver parmi vous. Je pense que dans la team 2-0, soit on est madrilène, soit on est blaugrana. Il y a très peu de Parisiens. Et effectivement, je pense que je suis le seul blaugrana ici. Parce que je pense que toi tu es madrilène et les deux autres sont parisiens si je ne me trompe pas. Ça sera dur pour toi ce soir. D'accord, donc là, comme vous venez de l'entendre, nous accueillons donc le meneur de jeu, notre numéro 10 de la team 2-0. C'est sa première émission. Mon cher François, comment vas-tu? Je vais être très très bien. Déjà, je vous remercie pour l'honneur que vous m'accordez de faire partie de la team 2-0. Je me suis prêté à vous écouter quelquefois. C'était très séduisant. Et je me suis attelé à l'exercice de la consommation du bon contenu. Et parfois, vous m'avez égayé sur des sujets où j'avais peut-être des doutes, où j'avais des contradictions. Mais la façon dont vous avez défendu certains de vos points de vue, c'était assez remarquable. Donc, je me sens encore honoré d'être ici parmi vous. Donc, j'espère que nous allons passer un bel échange ensemble. D'accord, merci beaucoup Monsieur François, ça nous honore à chacun d'entre nous, que ce soit pour Dr B comme pour Christian. Oui Christian, tu veux réagir? Ok, en tout cas, c'est aussi un plaisir pour nous de t'avoir. Donc, on attend avec hâte ton analyse par rapport à la demi-finale d'hier. D'accord, c'est parfait. Alors les gars, j'ai une anecdote pour vous, une devinette. Je crois qu'il est important que dans cette émission, on apprenne aussi à cultiver notre intelligence et notre connaissance par rapport au sport. J'ai une question pour vous, ça va me permettre de voir quel est votre niveau de culture par rapport au sport. Je l'ai appris récemment, donc je voulais voir quel était votre regard par rapport à ça. Selon vous, je vais poser la question tout d'abord à Dr B et les autres pourront répondre par la suite. Entre un tennisman et un footballeur, lors de la défaite, qui perd le plus? La question est vague, qui perd le plus en termes de quoi? Je vais dire par là, lorsqu'un tennisman est éliminé dans une compétition ou un footballeur subit une défaite, qui a le plus mal en termes de manière générale, c'est-à-dire la défaite pèse plus sur lequel des deux, entre le tennisman et le footballeur? C'est simple. La défaite pèse plus sur le tennisman, bien évidemment. Et pour quelle raison, selon toi? Pour moi, en tout cas, parce que le tennis, c'est un sport individuel, c'est pas un sport collectif, tout simplement. D'accord. Et Dr B? C'est pareil, parce que le footballeur, ils sont une vingtaine dans l'équipe à représenter dans le club. C'est le club qui assume, c'est pas le joueur. D'accord. Et les semaines, il assume tout. D'accord, François? Je vais tricher par un peu de subtilité. Je me dis que par évidence, on aurait répondu le tennisman pour les raisons que Dr B et Christian ont évoquées, c'est-à-dire puisque tu es le seul imputé dans ta performance, quand tu perds, c'est toi, c'est tu le ressens. Mais si tu poses la question, forcément, je sens que c'est parce que c'est pas une réponse ordinaire, donc j'irais plutôt dans le sens que c'est le footballeur qui peut-être ne ressent plus la défaite. Pour quelle raison, je ne saurais dire. Et comme je l'ai dit en préambule, j'ai triché. J'ai dit que pourquoi voir le piège partout? La question est simple pourtant. Moi, je pense, à part si la réponse est celle d'un footballeur. C'est ça, Francis? D'accord. C'est le footballeur. François, tu avais terminé? Oui, j'avais terminé. D'accord. Alors, comme Christian l'a dit, il n'y a pas de piège partout. C'est le tennisman qui perd le plus. Ça veut dire que la défaite
se ressemble plus sur le tennisman, mais pas pour les raisons que vous avez évoquées. Le saviez-vous, mais le tennisman, en fait, il est comme le chef d'entreprise. Quand il va, par exemple, jouer le tournoi de Roland Garros ou Wimbledon, c'est lui qui paye son entraîneur, c'est lui qui paye son kiné, c'est lui qui paye le logement de son entraîneur, c'est lui qui paie le logement de son kiné, de son staff et de sa famille. Donc, supposons que vous allez jouer un tournoi comme Roland Garros ou Wimbledon ou un Grand Chelem qui dure généralement 2 semaines. Généralement, vous payez pour 2 semaines parce que vous ne savez pas combien de temps vous allez faire dans le tournoi. Donc, si vous êtes éliminé au premier tour, au premier match, non seulement vous êtes éliminé, donc vous avez mal parce que vous avez perdu, mais en plus de cela, vous avez payé le logement et les salaires de tous ceux qui vous accompagnent. Donc la défaite, elle est double. Elle est à la fois sportive et financière. Alors que du côté du footballeur, quoi qu'il arrive, il aura toujours son salaire. C'était ça l'anecdote. Je suppose que vous n'aviez pas conscience de cela. Non, moi j'avais cette information-là, c'est bon. Merci de nous avoir transmis, du moins d'avoir rafraîchi nos mémoires concernant cette information-là. Disons qu'actuellement, il y a le tournoi de Wimbledon qui se joue et Joe Wilfried Tsonga, en tant que consultant, a précisé que lorsqu'un tennisman perd, c'est pas seulement sur le plan de la performance sportive, c'est aussi beaucoup dû. C'est catastrophique aussi sur le plan financier parce que lorsque tu t'appelles Nadal, Djokovic ou encore Federer, tu as suffisamment de sponsors qui t'accompagnent, dont la défaite, elle est moindre. Par contre, lorsque tu es 100e mondial ou 200e mondial, sur le plan financier, ça coûte énormément. Moi, j'avais pas cette information. Moi, je pensais que les tennisman étaient quand même encadrés par des sponsors qui s'occupaient de tout. Et là, vous constatez que la plupart des tennisman, à part le gratin, ce sont de leurs propres fonds qui s'occupent de la logistique et du transport, de leur entraîneur, de leur kiné, de leur coach, etc., etc. Je pense que ça pourra étayer la lanterne de nos auditeurs afin qu'ils soient un peu plus indulgents avec les tennisman. Une fois que j'ai dit ça, nous allons donc passer à ce qui nous réunit ce soir à travers le sommaire. Au sommaire de cette émission, nous allons donc revenir sur la démonstration du Paris Saint-Germain contre le Real Madrid. Par la suite, nous aurons le débat du jour où nous allons essayer de savoir qui est responsable de la débâcle du Real Madrid. Et enfin, nous allons nous projeter sur la finale de la Coupe du Monde des clubs entre le Paris Saint-Germain et Chelsea. Vous êtes prêts, les gars? Ouais, bien sûr. D'accord. Let's go. Super. Alors, le Paris Saint-Germain a réussi à se qualifier pour la finale de la Coupe du Monde des clubs. Le moins que l'on puisse dire, Dr B, c'est que le champion d'Europe a tabassé, a terrassé, a humilié le Real Madrid. Est-ce qu'on peut dire que tu es encore surpris par ce Paris Saint-Germain ou plus du tout? Ah bah déjà que c'est plaisant de l'entendre venant de toi. C'est vraiment plaisant, tu vas m'excuser, mais je me régale. Ah, attends. Je me régale. Mais je pense que tu aurais pu dire le Paris Saint-Germain se qualifie pour la finale de la Coupe de France, ouais, parce que hier, c'était le retour de la Ligue 1. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Bon, enfin, tu as notre ancienne place. Tu subis un peu ce qu'on a souvent eu à subir. Mais pour répondre à ta question, surpris, bah non, je crois que j'ai plutôt été surpris par le niveau du Real. Le Paris Saint-Germain, ils ont fait, comment dire ça, ils ont respecté leur logique. Voilà, ils ont donné la fessée que tout le monde prend en ce moment en les croisant, quoi. C'est le Real qui a juste pas été au niveau et c'est tout. D'accord. Christian, au-delà du fait que le Paris Saint-Germain a dominé tout le long de cette saison, en tout cas depuis la mi-décembre 2024 jusqu'à présent, lorsqu'on a vu l'absence de Patio, est-ce que tu imaginais une domination aussi nette et sans bavure du Paris Saint-Germain contre le Real Madrid? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Après, c'est facile de le dire comment on a déjà gagné. Mais je le savais parce que comme je l'avais prédit dans les vidéos précédentes, le Real Madrid est en reconstruction. Même si ça reste le Real, pour moi, c'est en reconstruction. Et il n'y avait pas encore cette sérénité que moi j'avais eu à voir lors du match de Paris contre le Bayern.
À aucun moment donné, tu les as sentis fébriles. Donc, je pense que pour moi, c'est une victoire logique. Je crois que j'avais prédit même le score à 4 buts à 1. Ouais, 4 buts à 1, je pense bien. Tu avais dit 3-1. 4. Tu as dit 3-1 et c'est moi, le supporter du Real Madrid, qui Ah, t'a dit 4-1. ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, victoire logique, je n'étais pas surpris. D'accord. Sauf par rapport à la formation du Real, mais bon, on aura l'occasion d'en reparler. D'accord. Alors, François, le Paris Saint-Germain est donc le champion d'Europe. Tout le long de cette compétition de la Coupe du Monde des clubs, chaque fois qu'il a fallu dominer un adversaire, ils ont envoyé un message. Est-ce que toi, tu trouves que malgré le fait que les bookmakers mettaient Paris favori, est-ce que tu t'attendais à une telle leçon de football face au Real Madrid? Comme Christian l'a si bien dit, ça serait trop, ça paraîtrait trop facile de dire oui, nous ne sommes pas surpris par la domination du PSG sur le Real de Madrid, mais je vais essayer d'étayer mon propos, enfin du moins mon ressenti. Déjà, il faudrait qu'on se rende à l'évidence que ce qui est arrivé au Real de Madrid, oui, c'est parce que c'est le Real de Madrid, c'est un très grand club que ça fait autant de bruit, mais sinon c'est pas un événement nouveau euh, qu'a reçu les adversaires du Paris Saint-Germain cette année. Plusieurs écuries de haut vol, enfin, récemment même en finale. Ça c'était la plus grande des surprises, donner 5-0 à l'Inter qui avant ce match-là n'avait été mené que 16 minutes durant la plus grande des compétitions. Donc là, c'était déjà, en fait, c'était un grand marqueur que le PSG avait posé. Et il disait que, OK, c'est pas un feu de paille, c'est pas un après City normal, mais c'est que après City, le Paris Saint-Germain est devenu vraiment une vraie machine de guerre et toute la cohésion dont parlait Luis Enrique l'année d'avant, en préambule de cette nouvelle année, et il a pu démontrer tout cela. Maintenant, ayant dit ceci, concernant le Real de Madrid, oui, Pacho était absent, mais de l'autre côté, celui qui incarnait le renouveau, en dehors du coach, celui qui incarnait le renouveau de ce Real de Madrid, c'était Oysen, qui était également absent. Donc, la première des questions qu'on allait se poser, c'est des deux absences, quelle est l'absence qui allait être la plus préjudiciable? C'est-à-dire, si tu prends la question dans ce sens-là, tu saurais que c'est le Real Madrid qui était plus handicapé. C'est-à-dire, et quand tu as dit ça, sachant que le Paris Saint-Germain, c'est une équipe qui est plus en confiance, plus huilée en ce moment, et que c'est un Real Madrid qui est très malade, car en dehors de cette Coupe du Monde des clubs, auparavant, le Real Madrid a reçu des roustes. Hein. Il y a eu, je peux citer vite fait, il y a eu Liverpool, il y a eu Si Arsenal. je peux me permettre, on va revenir sur l'échec du Real Madrid. T'inquiète pas, tu auras l'occasion de le mentionner. En fait, je voulais juste savoir si, au niveau du Paris Saint-Germain, tout le monde ici est d'avis qu'ils sont très forts, mais est-ce que vous vous attendiez à ce que, à chaque fois qu'ils jouent une grosse équipe, ce ne sont pas des victoires à l'arrache, mais ce sont des démonstrations? D'accord, donc je vais terminer mon propos vite fait. Je pense que je ne suis pas surpris. Je D'accord. ne suis pas surpris. Je suis pas surpris. D'accord, c'est parfait. Alors, on va essayer d'entrer dans le vif du sujet par rapport à la démonstration du Paris Saint-Germain. Plusieurs joueurs ont su tirer leur épingle du jeu. En premier lieu des chefs, Fabian Ruiz. Beaucoup de personnes se posaient la question sur le fait qu'en équipe d'Espagne, il était plutôt brillantissime et qu'au PSG, c'était pas le même niveau. Depuis que le Paris Saint-Germain est en ordre de bataille, Fabian Ruiz a élevé son niveau. Mais Dr B, le moins que l'on puisse dire, c'est que lors de ce match contre le Real Madrid, Fabian Ruiz a été époustouflant. Mais quel mérite, quel mérite. Et Fabien Ruiz est le joueur pour moi dans ce 11 du PSG, c'est le joueur qui pour moi a été le plus critiqué. Mhm. Il a été critiqué par tout le monde et moi le premier. J'ai très souvent même insulté Luis Enrique, qui n'a pas cessé de lui faire confiance, même quand ses performances étaient très douteuses. Si je peux me Mais permettre, hein, je te relance juste. oui, Luis Enrique a oui, même dit en conférence de presse hier, quand Fabian Ruiz était sur DAZN, c'est lui qui a remis le trophée de meilleur joueur à Fabian Ruiz, qu'il avait oublié sur oui, la j'ai vu la tribune. scène.
Et voilà, Luis Exactement. Enrique a dit, c'est le joueur le plus important de mon effectif. Il a dit qu'il méritait beaucoup de trophées d'homme du match. Effectivement. J'ai vu la scène. C'est-à-dire, Fabien Ruiz, il a profité d'une blessure de Zaïre Emery, je pense, à la mi-saison. Mhm. Et depuis lors, il n'a plus jamais touché le banc de touche. Franchement, c'est quel mérite. Vraiment bravo à lui, qui est vraiment une des personnes les plus importantes au milieu de terrain. C'est vrai qu'on parle toujours des deux perles portugaises. Et voilà, c'est celui qui est le moins brillant, le moins clinquant pour la presse, si on peut dire ça comme ça. Mais franchement, un boulot énorme, que ce soit la récupération, dans les efforts, la générosité. Il n'hésite pas à se projeter. Ça s'est encore vu hier, doublé. Franchement, c'est que du mérite. D'accord, c'est parfait. Christian, quel est ton regard sur Fabian Ruiz? Effectivement, comme Dr Bill l'a signalé, il y a beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain qui ne supportaient plus Fabian Ruiz. Certains l'avaient surnommé Lara Fabian, certains journalistes. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a répondu présent, il a su rebondir. Et j'ai l'impression que, en tout cas pour ma part, le match le plus époustouflant où j'ai vu toutes les qualités de Fabian Ruiz de manière exceptionnelle, c'était justement cette démonstration contre le Real Madrid. Moi, je suis pas surpris de son talent. Moi, c'est un joueur que depuis Naples, je suivais énormément. Bon, moi, je n'ai jamais remis personnellement ses qualités en question. Les journalistes français sont assez critiques. Ils ont été critiques avec lui, ils ont été aussi très critiques avec Luis Enrique. Ils sont beaucoup exigeants. Sauf que parfois, quand un joueur qui a beaucoup de qualités ne se retrouve pas dans les mêmes conditions pour pouvoir exprimer leur plein potentiel, je crois qu'ils ne pourront pas performer. La preuve en est qu'en Espagne, il est performant, mais avec le PSG, il avait du mal. Donc, c'est quand Luis Enrique est revenu, que voilà, est arrivé à Paris, que voilà, le PSG, entre guillemets, la relance au PSG. Pourtant, on pensait qu'elle allait quitter le club. Donc, moi, c'est un joueur que j'ai toujours suivi, j'ai toujours trouvé qu'il a beaucoup de qualité. Et sa prestation ne m'étonne pas. D'accord, donc Donc, voilà. si je peux me permettre, à aucun moment, depuis le début de la saison, tu n'as douté de Fabian Ruiz au milieu de terrain? Non, aucun. Non, D'accord. aucun moment. Comme je dis une fois de plus, c'est facile de le dire parce que maintenant il performe. Mais sincèrement, moi, c'est un joueur que depuis Naples, je suivais énormément. Donc, je ne suis pas surpris. D'accord, c'est parfait. François, quel est ton regard sur l'impact de Fabian Ruiz dans le trio du milieu de terrain parisien? Bah, comme Dr Bill a dit et comme Chris l'a dit également, je vais m'aligner dans leur ordre d'idée. Je vais essayer de rajouter deux, trois éléments peut-être que j'ai pas entendu. Fabien Ruiz, il faudrait, si on peut faire un petit historique, je serais pas long. Fabien Ruiz, déjà, il sort d'un Euro où il n'est pas loin d'être top 2, top 3 de cette compétition-là et où ils sont vainqueurs. Donc, quand il arrive au championnat de France, il doit retrouver ses marques. Certes, il était déjà là, mais il n'était pas encore dans un climat où il se sentait à l'aise. Que des personnes le critiquent avec autant de véhémence, ça, c'est avoir une mauvaise culture football parce qu'il y a des joueurs qui prennent le temps avant de rentrer dans le moule d'une équipe. Et en plus, quand vous avez un coach qui est en construction et dit qu'il compte sur un joueur, à un moment donné, le minimum, c'est de lui laisser le temps. Et après avoir dit Effectivement. cela, oui, après avoir dit cela, Fabien Ruiz, c'est un architecte du football. C'est-à-dire, contrairement peut-être à Joao Neves et même à Vitinha, parce qu'il y avait eu le débat Vitinha, en 8, en 6, c'est pas bon et tout ça, mais on a trouvé que Vitinha, son positionnement, même c'est à la sortie de balle, qu'il est meilleur. Mais Fabien Ruiz, tu peux le mettre à la sortie de balle, il sera excellent. Tu peux le mettre en numéro 8, il sera excellent. Tu peux le mettre avec un système de un numéro 6 à plat et deux pistons milieu de terrain plus haut, ou même un semblant de numéro 10, il sera excellent. Il maîtrise toutes les facettes du milieu de terrain, la simplicité, toujours dans le bon ton. Il n'en fait jamais trop et il échange des courses énormes. Tu ne peux pas voir autant Joao Neves ou Vitinha dans la surface de réparation adverse comme tu vois Fabien Ruiz et tu le vois autant dans sa surface de réparation en phase défensive. C'est-à-dire les personnes qui le critiquaient, ce sont juste des Français parce que voilà,
le culte de la critique et de la précipitation. Mais sinon, Fabien Ruiz, c'est un joueur incroyable et Luis Enrique a toujours, et il a dit ça depuis, il a dit hier en remettant le titre de meilleur joueur que c'est le joueur le plus important, mais il a dit depuis l'année passée que Fabien Ruiz sera un joueur très important dans son système, que c'est le joueur que tous les coachs devraient avoir dans son équipe parce que c'est lui qui se met à la tâche, il comble toutes les brèches, il colmate toutes les petites brèches de tous les autres coéquipiers. Quand le milieu de terrain il monte, il couvre. Quand le latéral il monte, il couvre dans les deux sens. Donc Fabien Ruiz, moi je ne suis pas surpris. Certes, il a eu une phase où il était un peu, il n'était pas au meilleur de sa forme, mais je ne suis pas surpris de ce qu'il est en train de montrer. Et je pense que si physiquement il est bien, il ira encore plus haut que ça dans les jours à venir. Effectivement, je tiens à Ouais. préciser que Luis Enrique a déclaré qu'il regrettait de ne pas avoir pris Fabian Ruiz pour la Coupe du Monde, que c'était son plus grand regret. Et quand vous voyez un coach comme Luis Enrique qui est très, comment je peux dire, qui a énormément confiance et qui a de l'assurance par rapport à ses convictions, c'est très rare que ce genre de coach change d'avis. Moi, ce qui me surprend le plus chez lui, au-delà de sa qualité technique, c'est justement, comme tu l'as dit, François, sa capacité à être toujours bien placé. Il est toujours bien placé quand il faut être là pour un centre en retrait. Il est toujours bien placé quand il faut faire du dépassement de fonction, à la fois offensivement ou défensivement. Et il y a très peu de joueurs qui sont capables d'avoir cette qualité, cette intelligence de placement. Alors, un autre joueur qui a surpris son monde contre le Real Madrid et pourtant, s'il y avait une crainte au Paris Saint-Germain, c'était à son niveau. C'est le défenseur brésilien Beraldo qui a fait un match quasi parfait. Docteur B, qu'as-tu pensé du match de Beraldo? Excellent. Pour moi, Beraldo, il fait partie des hommes du match. Je veux dire, top 3 PSG, Beraldo, je le mets dans le lot, hein. Effectivement. Et sincèrement, moi, je suis pas surpris du tout du niveau de jeu de Beraldo. C'est vrai que dans la régularité, c'est souvent pas ça. Mais niveau technique, Beraldo, c'est une classe au-dessus de Patio. Que Patio, il est très bon défensivement, mais dans la relance, Beraldo, c'est une classe au-dessus. Ça, c'est le minimum que je... Ouais. Ça s'est vu Là, hier. ça, vraiment. Très Comment belle il a relance. lancé les attaquants sur les 60 mètres, les 80 mètres. C'est incroyable, Beraldo. Je veux dire, quand il est aligné dans la défense, à gauche, je précise bien à gauche, parce que très souvent, il remplace Marquinhos, mais à droite. Mais quand il est très souvent aligné à gauche, c'est des masterclass. Je suis pas du tout surpris, hein. D'accord, c'est parfait. Christian, tu voulais réagir? Oui, je voulais dire qu'effectivement, moi, je me rappelle qu'on l'avait recruté par rapport à ses relances et ses conduits de balle, hormis son côté défensif. Et c'est vrai qu'hier, j'ai encore vu très bien ce qu'il peut faire, que ce soit des passes courtes, des passes longues, vraiment chapeau. On en a Mm, vraiment oublié Tio. Donc, vraiment, il a fait un très bon match. d'accord. Alors, François, comment expliques-tu que avant le match, Patio a disputé la plupart des matchs importants du Paris Saint-Germain. C'est le titulaire en défense centrale avec Marquinhos. Et arrivé dans une compétition où il n'a quasiment pas joué les matchs les plus importants face au Real Madrid, en l'occurrence face à une doublette d'attaquants constituée de Kylian Mbappé, je peux même dire à une triplette d'attaquants constituée de Kylian Mbappé, Gonzalo Garcia et Vinicius. Est-ce que tu es étonné par le sang-froid et la sérénité dont Beraldo a fait preuve durant cette demi-finale? Merci Francis pour la question est très très bien tournée, très bien posée. Je souhaitais te donner ce mérite-là. Parce que la question, enfin, si tu me demandais de me prononcer sur Beraldo, j'allais répondre avec cet élan-là. Et quand tu poses la question comme ça, tu me lances directement dans mon, dans, dans, dans mon sentiment. En fait, je pense que ce que Beraldo a fait hier, ok, la prestation est magnifique, mais c'est juste le reflet de ce que Luis Enrique il, il dit depuis des mois. On se souvient quand, je vais faire un peu une petite analogie, on se souvient quand Dembélé était diminué et on lui a posé la question s'il va forcer, comment il va faire et tout ça. Il a dit qu'on va voir, on va rien faire de toute façon, que Dembélé soit là ou pas, on mettra un autre et il jouera.
Ça veut dire que le PSG, ce sont les 11 qui sont sur le terrain, mais c'est 22 joueurs qui travaillent énormément ensemble. C'est-à-dire, ils sont comme ils sont comme animés, en fait. Ils ont un esprit, ils ont un esprit, ils ont une philosophie, en fait. Dès qu'une personne entre, directement, il sait ce qu'il a à faire. En plus, si tu as des qualités comme Beraldo, Brice l'a si bien dit, lui, Pacho, c'est un tank. Pacho, c'est solide. Pacho, à la relance aussi, c'est pas mauvais. Mais celle de Beraldo, elle est tellement incroyable parce que c'est le Brésil, c'est le Joga Bonito. Donc, il est trop à l'aise. Et quand tu rentres dans une équipe comme ça où tu sais exactement ce que tu vas faire, où tu es dans un collectif qui a une confiance incroyable, quand tu as des qualités comme Beraldo, je pense que, voilà, si tu prends la mesure de ton potentiel, je pense que tu vas seulement faire une rencontre comme celle d'hier. Donc, je ne sais pas si je vais dire que je ne suis pas surpris, mais j'apprécie vraiment le fait que, voilà, que tous les joueurs du PSG sont au niveau que le coach souhaitait qu'ils allaient avoir. Franchement, c'est incroyable. D'accord. Oui, parce que je voulais dire qu'au-delà, au-delà de ses qualités de relance, moi, je tenais aussi à dire que pour un remplaçant, surtout avec cette titularisation face au Real de Madrid, de par la prestation qu'il a effectuée, moi, je pense il faut aussi soulever et féliciter la capacité mentale, surtout des joueurs du PSG, surtout les remplaçants. Parce que quand ils entrent, ils ont une telle sérénité, on croirait même qu'ils sont titulaires. Vraiment, parce que la qualité que Don Berardo a joué, même au niveau de l'entrée, que ce soit de Gonzalo Ramos, de Barcola, tous ces joueurs, ils ont vraiment un très bel esprit d'équipe. Bon, c'est ça que je voulais ajouter. D'accord. En tout cas, ça confirme ce que Luis Enrique avait dit tantôt. Le plus important pour une équipe de football, c'est déjà d'avoir une base de jeu. Une fois que l'équipe sait exactement comment elle va procéder, comment elle va jouer sur le terrain, le reste, maintenant, c'est du management afin de donner le maximum de confiance possible, afin que chacun des joueurs de l'effectif, à savoir les 22 ou 23 joueurs, puisse entamer le match avec la meilleure sérénité possible. Je crois que c'est ça qui explique le fait que peu importe les entrants, ils sont déjà dans le même état d'esprit que les titulaires. Alors, un autre joueur qui a éclaboussé de son talent et de sa superbe cette demi-finale de Coupe du Monde des clubs, c'est bel et bien Ousmane Dembélé. Dr B, il était en ballottage favorable pour le Ballon d'Or. Est-ce que d'ores et déjà on peut dire que le Ballon d'Or, le débat est clos? Ousmane Dembélé est le Ballon d'Or. Mais qu'est-ce que tu veux dire de plus, mon frère? Je pense qu'on doit tout arrêter, lui ramener son ballon d'or aux Non, non, États-Unis. non, non, mais si je peux me permettre, il y en avait certains qui estimaient que Yamal avait une chance, ou alors, bizarrement, que Kylian Mbappé, en fonction de sa Coupe du Monde des clubs, il pouvait faire quelque chose. Il suffit de voir ce qui s'est Mais passé en équipe de France. c'est qui certain? Pour moi, c'est juste les Justement, médias qui veulent le vendre. justement, Pour j'en moi, c'est viens. juste les médias qui veulent le vendre. Justement, je te relance. Il suffit de voir ce qui s'est passé en équipe de France, où non seulement le coach et certains joueurs ont dit que les deux meilleurs joueurs du monde, c'était Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Bref, quel est ton regard sur la performance de Kylian Mbappé, de Ousmane Dembélé? Est-ce que justement, on peut dire que la course au Ballon d'Or est désormais clos? Bah, pour moi, c'est clair. Même comme je pense que c'était clos depuis, beaucoup plus tôt. Mais bon, pour moi, c'est clair. Ousmane Dembélé, pendant cette Coupe du Monde, il a encore démontré une fois de plus son caractère décisif à tous les matchs, surtout les plus importants. Parce que quand tu vois la longue série d'attentats menés par le PSG cette saison, Ousmane Dembélé, son nom, il ressort. Il est toujours décisif. Soit une passe D, soit un but, ou alors les deux. Quand tu vois la longue Effectivement. série depuis le match contre Manchester City, il est toujours sur la feuille de match. Donc, je ne vois pas ce qu'il puisse faire de plus. En plus, je trouve il a l'étoffe pour gagner le Ballon d'Or. Il n'est pas dans les mauvais coups. Il n'est pas dans des coups foireux cette saison. Il n'est pas dans des, comment dire, quand dans des, ah, le mot m'échappe. En Dans les termes d'image. scandales, il est dans rien. Ouais, exactement. Il n'est pas dans les scandales. Il est hyper fair-play, gentil, toujours le sourire. Franchement, je vois pas ce qui l'empêcherait de gagner son Ballon d'Or. Il reste plus qu'un match. Même comme pour moi, ce sera une formalité. Pour moi, le débat, il est clos, hein, c'est clair. On pensait, le football, ça va tellement vite. Les gens, ils pensaient que le fait que Lamine Yamal, il participe pas à cette compétition, voilà, c'était pas grand chose. C'était une compétition juste pour faire de l'argent.
etc. Mais ça marque les esprits. Ousmane Dembélé, il est blessé tout le début de la saison, tout le début de la compétition, pardon. Il revient en quart contre le Bayern. Il est décisif. Une passe D, un but. Demi contre le Real Madrid, une passe D, un but. Non, je crois que contre le Bayern, c'est un but. C'est pas une passe D, un but. C'est un but, Et contre effectivement. voilà, contre le Real de Madrid, c'est une passe D, un but. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Un quadruplé contre Chelsea? Arrêtez tout, les gars. Donc, pour un club, comme le dit votre chanson, qui a beaucoup souffert, je me rends compte que vous avez le vent en poupe. Alors, Christian, au-delà de l'impact de Ousmane Dembélé cette saison dans cet effectif du PSG, beaucoup pensaient que vu que c'est un collectif avant d'avoir une individualité qui sublime le collectif, qu'il soit présent ou pas, ça avait peu d'importance. Je ne sais pas pour toi, mais est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il y a quand même une différence lorsque Ousmane Dembélé est titulaire dans ce Paris Saint-Germain? Oui, oui, effectivement, il y a une différence. Il y a une différence d'autant plus que lorsqu'il n'est pas là, ses remplaçants ne font pas aussi grand-chose. Si je peux dire que ce soit Gonzalo Ramos, même s'il a marqué hier, ou même Barcola, qui je trouve est très percutant, mais qui a toujours un très gros problème au niveau de la finition. Donc pour moi, Dembélé, c'est celui qui va au pressing, voilà, tout premier, il va au combat, il ne lâche rien, il est là pour ses coéquipiers. Donc pour moi, c'est l'exemple même de l'attaquant. Donc il y a vraiment une différence en fait. Il est vraiment très impactant. D'accord. Yep. Alors, François, généralement, lorsqu'on est la tête de gondole qui ressort dans un effectif, parce que dans chaque victoire, il y a toujours Francis, un joueur. Francis, Oui, Francis, s'il te plaît, je vais te couper dans ton lien de la question. Garde-la, mais je voulais revenir un peu sur les propos de Christian. bien Je sûr. pense que, je pense que oui, effectivement, les remplaçants d'Ousmane Dembélé, quand ils sont là, euh, ils ne font pas, ils ne font pas du Ousmane Dembélé, mais je ne pense pas que, j'ai pas partagé le sentiment de Christian disant que quand Dembélé est là, ou quand les Barcola remplacent Dembélé, c'est différent parce que quand Dembélé n'était pas là, les résultats sont là. Quand Dembélé est là, cette année-ci, Dembélé n'a pas joué tous les matchs, mais on a vu le même PSG. Je pense que le PSG, lui, Dembélé, contrairement à ses concurrents, il a un peu plus à faire valoir. C'est le meilleur buteur du club, c'est le meilleur joueur du club, mais quand Dembélé n'est pas là, tu n'as pas l'impression de voir un PSG en deçà de sa forme. Donc, Non, c'est pas ce que j'ai dit. non, parce que la question que Francis avait posée, c'est que est-ce que quand Dembélé n'est pas là, on a un PSG qui est peut-être légèrement diminué, c'est-à-dire que lui, il a une nette plus-value. Je vais dire individuellement, oui, mais peu importe le joueur d'attaque au PSG, qu'on remplace Doué à la place de Barcola, ou Doué à la place de Dembélé, ou Scrava à la place de qui, le PSG, tu as l'impression que c'est la même machine de guerre. Du moins, c'est le sentiment qu'ils m'ont laissé tout le long de la saison. Christian, tu voulais réagir? Oui, donc je suis en train de dire que si je vois par exemple le match de Bayern de Munich, Dembélé n'a pas commencé le match, Barcola était titulaire. Certes, il était percutant, mais comme j'ai dit, il y a eu beaucoup de déchets. Beaucoup de déchets. Quand Dembélé est sorti contre le Real de Madrid, quand Gonzalo Ramos est entré, il a raté, je crois, près de 2 face-à-face, si je ne me trompe pas. Donc tout ça, c'est pour dire que oui, Paris dans l'ensemble, ils sont toujours performants, mais les remplaçants de Dembélé ne font pas sentir que bah voilà, qu'il n'est pas indispensable. C'est pour ça que je dis qu'il a toute sa place à l'attaque, bien sûr, mais que dans l'ensemble, Paris peut s'en passer, oui, peut-être, parce qu'il y a d'autres joueurs qui sauront le faire oublier. Mais pour moi, que ce soit Barcola et Gonzalo Ramos, il y a encore beaucoup de déchets. C'est ça que je voulais dire, en fait, en faisant D'accord. la comparaison. En fait, ma question était celle-ci, elle était celle de savoir. Beaucoup d'observateurs estiment que lorsque Dembélé n'est pas là, Paris ne perd pas en change. Maintenant, je trouve qu'à travers sa performance contre le Real Madrid, j'ai quand même le sentiment qu'il y a un Paris Saint-Germain avec Dembélé et un Paris Saint-Germain sans Dembélé. Même si le PSG a toujours d'excellents résultats, avec Dembélé, c'est une autre manière de fonctionner.
Dr B, Exactement. quel est ton regard par rapport à cette interrogation? Parce que je trouve que dans le match qu'il a livré contre le Real Madrid, si vous regardez les 3 premiers buts du PSG inscrits en première mi-temps, rien que de par son positionnement et son pressing, il fait des choses que les autres joueurs ne font pas. Certes, ils le font, mais C'est pas ça. de la même manière, à la même intensité que Ousmane Dembélé. Donc, Dr B, est-ce que tu dirais qu'il y a un Paris Saint-Germain avec Ousmane Dembélé et un Paris Saint-Germain sans Ousmane Dembélé? Ouais, je suis totalement d'accord avec ça, parce que c'est clair, même en termes de pressing, en termes de participation au jeu, de décrochage, avec Dembélé, c'est pas pareil que ça. J'épouse également le même sentiment que Christian. Je trouve que Barcola, je pense plutôt le cas de Bradé Barcola, parce qu'il rentre beaucoup plus que Gonzalo Ramos, même comme Gonzalo Ramos, c'est normalement le remplaçant de Dembélé si on parle de numéro 9. Barcola, ça joue bien, ça remplace bien numériquement le Dembélé. Mais au niveau de la finition, ça pêche encore. Il a une marge encore à franchir pour être un top player. Franchement, je pense que je suis d'accord avec ça. PSG sans Dembélé, c'est pas pareil. C'est pas du tout pareil en termes de pressing, en termes de, même les défenseurs, c'est pas pareil quand ils ont Dembélé dans les jambes. On s'est vu hier, Rudiger, il tremble parce qu'il se fatigue pas. C'est le joueur qui a fait le plus de pressing durant tout le match. D'accord. Alors, Sans risque de me tromper. effectivement, je suis d'accord avec toi. Alors, je tiens Et aussi à... il l'a dit après la finale de la Ligue des Champions. Il prend plaisir à le faire. Il l'a fait contre Sommer, contre l'Inter de Milan. Et à chaque fois qu'il ratait un pressing, il disait à Sommer que attention, je vais t'avoir. Et ça finit par Effectivement. payer. Et quand il Effectivement. le fait, ça pousse le bloc très haut. C'est ce qui pousse Effectivement. les défenseurs à faire des erreurs. Donc, Effectivement. on ne peut pas dire aujourd'hui que le PSG sans Dembélé, c'est pareil, pas du tout. D'accord. Alors, je vous trouve très dur par rapport à Barcola, Dr B et Christian. Moi, je trouve que s'il y a un joueur qui a plutôt quand même du déchet, c'est Vara. Certes, il réussit à faire des différences, mais je trouve que à la fois en termes de but et de passes décisives, il y a très souvent du déchet à la fin. Barcola, son déchet se situe au niveau de la finition, au niveau des buts. Par contre, au niveau des passes, je suis désolé, il a plus de 20 buts et plus de 10 passes. Bon, c'était juste une parenthèse. Alors, François, je vais te relancer. Pour quelqu'un qui a été, comment je peux dire, qui est vanté comme étant par les médias et par les observateurs du PSG comme étant la tête de gondole de ce club-là, est-ce que c'est pas étonnant de voir un joueur comme Ousmane Dembélé qui est quasi favori ou en ballottage favorable pour le Ballon d'Or, montrer autant d'exemples à travers le pressing? Parce que là, il vient de revenir de blessure. Je pense même qu'il n'était pas apte à 100%, mais il continue pour un joueur qui a un tel statut au PSG d'avoir la même volonté de faire du pressing et d'harceler les défenseurs. Est-ce que cette manière de percevoir ces matchs n'est pas ça qui fait justement le côté extraordinaire d'Ousmane Dembélé? Oui, on ne saurait dire comme tu dis déjà, en tant que joueur offensif, on a en tête, on veut scorer et on veut stater en plus. Si on est en lice pour le trophée individuel le plus honorable, qui est qui puisse être le Ballon d'Or, franchement, on peut être emporté par cette envie-là. Mais Dembélé, l'intelligence qu'il a eue, c'est que déjà, il a pris la leçon de son compère, de son ami, prédécesseur, qui était le leader au Paris Saint-Germain les années à venir. Et il connaît la discussion que ce dernier a eue avec le coach avant de s'en aller. Donc, il s'est inscrit dans un projet, il s'est inscrit dans une consigne. Et je ne sais pas si c'est bateau de le dire, mais là, nous sommes dans une équipe qui est orchestrée par Luis Enrique et c'est lui qui donne le ton. C'est-à-dire, tu peux être Dembélé, tu peux être qui tu veux. Si tu ne fais pas, si tu ne rentres pas dans la consigne qui créera une cohésion d'équipe, qui fera jouer l'équipe comme elle devrait jouer à son meilleur niveau, je pense que tu seras sur le banc. Il a dit de façon très claire, tu ne cours pas. On lui a demandé, c'est quoi ton secret à Luis Enrique? Il a dit, j'ai rien fait. Je suis juste venu avec la concurrence. On te met au stade, on te donne des consignes.
tu ne les fais pas, on te met sur le banc, une autre personne le fait. Dembélé, ayant des qualités intrinsèques qu'il a déjà, c'est-à-dire, il est très vigoureux, c'est un virtuose, il manie la balle, il dribble, il est vivace et autres. Mais il fallait rajouter à ça l'esprit d'équipe que te réclamait Luis Enrique en fonction du projet, en fonction de sa manière de jouer. Ces mecs-là, ils s'entraînent toute la semaine, ils travaillent des éléments. Quand ils arrivent au stade, ils les reproduisent. Et Dembélé, en étant un joueur intelligent, donc en faisant le travail qui est demandé par le coach, il finira par trouver son compte personnel aussi, raison pour laquelle il s'y met à la tâche. D'accord, très belle passe décisive du meneur de jeu que tu as par rapport au prochain point. Alors, le Paris Saint-Germain cette année a éclaboussé tous ses adversaires, à savoir Manchester City, Liverpool, Arsenal, l'Inter Milan, l'Atlético de Madrid, le Bayern de Munich et maintenant le Real Madrid. Là, ils sont champions d'Europe, ils ont tout gagné sur le plan local, c'est-à-dire au niveau français, et ils sont qualifiés pour la finale de la Coupe du Monde des clubs. Bien que Dr B pense que c'est une formalité, avant même qu'il ne joue cette finale de Coupe du Monde des clubs, je m'adresse à toi, Dr B. Est-ce que on n'assiste pas à l'une des plus grandes dominations sur une saison de l'histoire du XXIe siècle? Bah, c'est clair, ça ne fait même pas l'ombre d'un doute. Pour moi, le CPSG de Luis Enrique, c'est top 10 des meilleures équipes all-time et pas 10e. Vous allez me dire ce que vous voulez, mais franchement, D'accord, quand donc je toi vois tu dis tout ce qu'ils all-time. font, oui, all-time, top 10. Je tiens à te préciser que le Real Madrid avait déjà aligné 4 Ligues des Champions, 3 Ligues des Champions. Je t'ai dit top 10 all-time. Ok, d'accord, vas-y. Peu importe. Ils n'avaient pas aligné autant de Ligues des Champions avec une telle domination. Totalement Jamais il y d'accord. a eu ça. S'il y a eu domination en Espagne, c'était Barcelone, puis jamais le Real Madrid. Non, là on Quand parle sur domination, c'est-à-dire, je parle dans le le jeu. plan Cette mondial. façon d'écraser son adversaire, Mhm. c'est impossible. Tu peux en parler du Real de Madrid. D'accord. C'est impossible. Qu'on soit d'accord. Christian? Oui, c'est vrai que généralement, quand le Real gagnait, bon, du moins aussi longtemps que je me rappelle, quand le Real gagnait, c'était pas sur la domination, c'était à l'arraché. Oui, Par contre, Paris, c'était pas ça. C'était vraiment une domination c'est pas ça totale. du tout. Ça te froisse. Ça te C'était pas froisse, mais je ça. pense que c'est parce que, moi, je pense que c'est parce qu'on vit l'instant. Je veux dire, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, quand on se rappellera, c'est là on dira, waouh, mais c'était quelque chose quand même. C'est justement Enfin, pour moi, ça c'est ce que que je pense. je pose la question. Christian, oui, tu voulais réagir? Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. Moi, je pense que là, on réagit à la chose sur l'instant présent, mais après, on se rappellera de cette épopée pendant plusieurs années parce qu'il y a eu cette domination totale. Le PSG a gagné pour pour la première le premier nouveau format de la Champions League en dominant totalement l'Europe. Et à côté aussi pour la première édition de la Coupe du Monde des clubs avec une totale domination. Donc, j'ai un collègue qui me disait récemment qu'il n'y a que le Barça, non pas, et s'ils sont pas photo Barça, pour qu'on sache qui allait être la meilleure équipe. Mais ouais, je pense que tout le monde s'en rappellera. C'est vraiment une Ils victoire connaissent historique. ton. Ton collègue Une là, il victoire connaît le ballon. Il connaît le ballon. Ton collègue là. Alors, François, justement, je viens vers toi. Comme je disais tantôt, on a assisté depuis le XXIe siècle à plusieurs dominations sur une saison, je précise, en Ligue des Champions, parce que si on va sur plusieurs saisons, je crois que sans doute, même si sur le jeu, le Real Madrid n'a pas dominé, gagner 3 Ligues des Champions consécutivement, c'est déjà une sorte de suprématie. Et même le grand Barça qui a réussi, qui gagne la Ligue des Champions une fois chaque 2 ans, c'était déjà pour moi une sorte de suprématie. Mais là, si je reviens par rapport au temps, sur une saison, on va se souvenir de la domination justement du grand Barça de Pep Guardiola, que ce soit lorsqu'ils battent Manchester United 2 buts à 0 avec un but de Messi et bien entendu du 9 international, l'envoyé de Dieu, les connaisseurs connaissent, ou bien le FC Barcelone encore
je crois, de 2011 contre Manchester United où il gagne 3-1 avec la frappe de Messi, ou encore le Super Bayern de 2020 qui donne un 8-2 au FC Barcelone, voilà, et le Manchester City de Pep Guardiola en 2023 qui, de la première journée jusqu'à la finale de Ligue des Champions, ils ont éclaboussé tout le monde. Est-ce que tu penses que cette domination du Paris Saint-Germain est de cette même veine ou bien elle est un peu plus supérieure? Pour être sincère avec toi, je dis ça parce que au début de la question, j'avais un sentiment qui m'orientait vers la mauvaise foi parce que je suis un supporter marseillais. C'est difficile de faire les éloges du Paris Saint-Germain, mais franchement, Bon, force est de constater que ce Paris Saint-Germain, contrairement à toutes les équipes que tu as citées, dans ces équipes-là, on peut juste tirer à un ou deux joueurs dans chaque collectif. Le Bayern, ils ont un Lewandowski qui est à un niveau, voilà. Le Barça, on va pas citer son nom. Vous connaissez, c'est le 10. Vous voyez, Manchester City, ils ont Rodri, mais en dehors de Rodri, ils ont des individualités. Ils ont Haaland qui marque 1 milliard de buts à la saison. Donc, mais le PSG n'avait pas, n'a pas un joueur qui, avant cette campagne de Champions League ou cette saison-ci, tu ne mets aucun joueur du PSG dans le top 10 mondial. Et là, c'est là où cette prestation-ci, elle est vraiment incroyable. Parce que même là où on dit que Ousmane Dembélé est le meilleur joueur, mérite le ballon d'or, les gens te disent que Hakimi mérite le ballon d'or. Les gens te disent que peut-être Vitinha mérite le ballon d'or. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est tellement incroyable, des joueurs tout le monde est à son prime, alors qu'à la base, c'est des joueurs qui sont dans le ventre mou des cracks mondiaux, tu vois. Donc, c'est ça qui rend encore cette victoire, cette campagne de cette saison du PSG encore incroyable parce que c'est un collectif, c'est un assemblage de joueurs de qualité, oui, mais il n'y a pas un leader, il n'y avait pas un joueur qui, euh, qui sortait la tête du lot. Et là, on voit que cette équipe, elle a fait une campagne extraordinaire et tous les joueurs sont au niveau. À la fin de saison, tu ne cites pas un joueur qui est en deçà de, 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 d'une bonne note. Raison pour laquelle cette équipe-là, il est score. Et le PSG, s'il est gentil, ils sont humbles, hein. Le PSG est humble parce que les scores ne reflètent pas la domination, hein. Les dominations sont tellement écrasantes que parfois 4-0, 5-0, tu dis que ça ne suffit pas. C'est une équipe que on ajoute 10-15 minutes, tout le monde pense qu'ils vont donner 7, 8 à tous les adversaires qui ont pris 4-0, 4-2, 5-0, etc. Donc, ce PSG, cette victoire-ci, elle effleure, hein. Elle effleure les autres sacres là. Je ne sais pas si elle est au-dessus. On va attendre la fin, on va digérer après 1 ou 2, 3 années parce que ces choses-là se savourent encore plus avec le temps. Mais là, quand même, si un supporter du PSG se lève et dit que c'est leur campagne tutoie ces grandes campagnes-là, tu ne peux pas lui dire non à main levée, tu vois. D'accord. Alors, dernière question sur le Paris Saint-Germain parce que j'en ai marre qu'on ne fait que pousser le couteau dans la plaie, donc c'est pas évident. Euh, Comme vous le savez, dans l'histoire musicale, vu que nous sommes en été, il y a ce qu'on appelle le tube de l'été, il y a ce qu'on appelle le tube de l'année. Est-ce que vous pensez que ce Paris Saint-Germain, et là je m'adresse à Christian, est-ce que vous pensez que ce Paris Saint-Germain, c'est le tube de l'année, ça veut dire c'est le son qui va marcher pendant toute l'année. Exemple, pour ceux qui sont du côté du 237, le Cure, très connu, qui a marché pendant une année. Est-ce que vous pensez que c'est le tube de l'année? Ou alors, est-ce que vous pensez, et là je m'adresse à toi, Christian, que nous sommes partis pour une suprématie où non pas qu'ils vont gagner chaque année, mais il faudra s'attendre à les voir régulièrement en train de lutter pour le titre dans toutes les compétitions majeures dans les prochaines saisons? Moi, je pense qu'une nouvelle est arrivée. Après, c'est vrai qu'elle est trop tôt.
On ne sait pas de quoi demain est fait. Mais moi, je pense qu'une nouvelle ère est arrivée parce que cette équipe du PSG vraiment rassemble beaucoup de personnes. Tu peux être Marseillais, Lyonnais, Barcelonais, même Madeleine. Tu ne peux qu'être admiratif de cette équipe, en fait. Elle dégage tellement d'assurance, de puissance, de force, de caractère, de combativité. Moi, je me rappelle une action de Kvaratskhelia. Il a pris le ballon, il a fait un repli défensif, il a pris le ballon à Kylian Mbappé, il a fait un petit pas à Darwin, il a accéléré. À la fin, il y a eu des déchets, mais ça montre en fait l'esprit combatif de cette équipe en fait. Et pour moi, on est vraiment dans une nouvelle ère. C'est pour ça que je Christian, pense pardon, que l'année. Christian, pardon, je voulais juste te dire merci parce que pendant que tu étais en train de parler, l'image était en train de défiler dans ma tête, en fait. C'est-à-dire, Mbappé a essayé de faire 2, 3 gris-gris, un petit passement. Il est resté sur les appuis. Après, quand Mbappé a fait le choix, tac, il a bloqué le ballon avec le pied droit. Petit contrôle, le gars est venu. Petit pont. C'est-à-dire, c'est comme s'il avait vu l'action même avant de la faire. Juste que Ouais, c'était effectivement. tellement beau que dans l'euphorie, il s'est emmêlé l'impression plus tard parce que même si c'était moi j'allais tomber en fait. Moi, j'allais faire ce pont, faire un Et, contrôle et et, tomber. Quel plaisir. C'était ouais, vraiment, incroyable. quel plaisir. Parce que ça, ce sont des jets d'action que c'est rare de voir un ailier gauche faire très défensif ainsi et se projeter rapidement vers l'avant. C'est ce qui manque même dans les grands clubs. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que l'année prochaine, la Ligue des Champions sera assez ouverte parce que le Real va vouloir revenir en force. On a le FC Barcelone avec la deuxième année de Hansi Flick qui sera encore, je suis sûr, extraordinaire. Il y aura encore Manchester City qui est aussi en reconstruction et qui voudra encore revenir. Il y aura encore le Paris Saint-Germain. Je ne dis pas juste parce que je suis fan du PSG. Je le dis parce que à chaque fois que le Paris Saint-Germain a joué contre des grosses équipes, Bayern, Real de Madrid, Inter, Atlético de Madrid, il y a eu une telle sérénité que je n'avais pas vu avant. Avant, on tremblait. Avant, on avait peur de faire 1, 2, 3 passes décisives avec un petit pressing. Les joueurs avaient peur, mais là, il y a une telle sérénité. Et c'est quelque chose que lui, ce n'est qu'à transférer tous ces joueurs. Et je pense que ça va perdurer encore longtemps. On n'est pas sur la fin. D'accord. Docteur B, est-ce que tu penses que ça sera une saison historique ou alors le Paris Saint-Germain est parti pour une suprématie, voire une domination dans les prochaines saisons? Très honnêtement, je pense que c'est parti pour. Je vais épouser la vision de Christian. Je pense que c'est parti pour une suprématie qui va durer pas mal d'années, surtout si le collectif est maintenu à ce niveau-là. Voilà, pourvu qu'il n'y ait pas de personnes importantes qui partent entre-temps. Je pense que c'est parti pour une suprématie parce que je crois que le PSG a vraiment pensé au futur avec le départ de Mbappé. Et les seules équipes que je vois qui pourront rivaliser à ce niveau-là sont que, il y en a pas beaucoup, hein. Je vois moi que le Barça et peut-être un tout petit peu Liverpool. Franchement, le Real, je crois que le Real sera à la ramasse pendant pas mal d'années. Ah oui, Ça va être compliqué d'arriver à ce niveau. Je n'exclus pas le fait qu'ils peuvent remporter 2 ou 3 tournois majeurs. Ça reste le Real de Madrid par orgueil. Ils peuvent faire une saison exceptionnelle, mais je dis pour arriver à un tel niveau de jeu collectif, je crois que ça va prendre beaucoup d'années de construction. Xabi Alonso, il vient d'arriver, il est déjà sous pression. Le pauvre, ça va être compliqué. Mais bon, pour répondre à la question, ouais, Francis, je sais que c'est compliqué d'entendre ça, mais bon, c'est très souvent le fardeau auquel on a été confronté, donc souffre comme nous. C'est vraiment plaisant. Donc, comme je disais, je pense que Liverpool est pas mal rodé aussi. Ils sont très complets. Oui, ça c'est vrai. Pep Guardiola qui a un air revanchard, mais je crois que ça donne toujours pas. Franchement, ça s'est vu en Coupe du Monde des clubs. Ça va être Ouais. compliqué de repartir. Sur ça. Pour moi, Ouais. Pep Guardiola, je pense que ça va être compliqué. C'est vraiment compliqué pour qu'il puisse rebondir. Déjà, on va voir comment ça va se passer en Première Ligue, parce que Liverpool est vraiment pareil pour conserver son titre. En tout cas, pour moi, je pense que le PSG va rester là pendant un bon moment. D'accord. Je tiens à préciser que la Maison Blanche est au 15e étage et pour l'instant, pour vous apercevoir, il faut qu'elle descende au 3e étage. Pour l'instant. Donc, tant que vous n'arrivez Tiens. pas, arrivez déjà, Le si même je peux me Makossa. permettre.
Le même Makossa. Le Arrivé même déjà, Makossa. oui, c'est le Makossa de ceux qui sont premiers. Arrivé déjà au troisième étage, peut-être Une on petite pourra question, vous s'il te apercevoir. plaît. Une petite question. Mbappé, il est à quel étage, s'il te plaît? Il est, il est après le Paris Saint-Germain. Je te réponds direct. Il est même Ah, pas au d'accord, premier parce que étage. sa chute, elle était catastrophique hier, hein. On va y revenir. On aurait, On va y on revenir. aurait dit qu'il était au 15e aussi. Non, il n'a jamais été au premier étage. Juste le premier étage, il n'a jamais été au premier étage. Alors, je vais terminer sur le Paris Saint-Germain avec François. Vous avez parlé de l'aspect du jeu du Paris Saint-Germain, de Luis Enrique, de l'état d'esprit qui a été mis en place. Et on est allé sur la suprématie potentielle que ce Paris Saint-Germain va mettre en place. Est-ce que justement cette victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions et le parcours qu'ils ont fait jusqu'à présent toute cette saison, est-ce que cette victoire ne symbolise pas le temps d'avance qu'ils ont sur les autres? Comme le disait quelqu'un, le football, il a changé. Et est-ce que l'incarnation de ce football qui a changé, ce n'est pas le système de jeu mis en place par Luis Enrique, qui d'une part permet au PSG d'avoir de l'avance sur ses prétendants, et surtout, est-ce que ce n'est pas cette avance-là qui va justement faire en sorte qu'ils puissent avoir une longue suprématie? La question a plusieurs volets en fait. Quand tu posais la question, plusieurs idées m'ont été évoquées dans mon esprit. Je vais d'abord dire qu'il ne faudrait pas qu'on oublie que le PSG est sur une saison où la majorité des grandes écuries ne sont pas construites. C'est-à-dire, nous sommes au renouveau du FC Barcelone. Nous sommes sur un Inter de Milan qui est vieillissant, certes. Ils ont joué il y a de cela 2 ans une finale de Ligue des Champions, mais c'est une fin de cycle. Ça se voit avec la chute énorme qu'ils ont eue toute la saison, c'est-à-dire perdre le Scudetto à quelques points près, alors qu'ils étaient à même pas à 4 journées de la fin, perdre le championnat d'Italie et en plus, il s'écroule grandement contre un PSG qui est stratosphérique. Quand tu vois le Real de Madrid, c'est une équipe en construction. Depuis, avec Ancelotti, ils ont pris un championnat, certes, mais c'était trop pauvre dans le jeu. Les joueurs sont vieillissants, des blessures énormes des cadres et les gens qui étaient là n'arrivaient pas à s'imposer parce que Don Carlo Ancelotti ne prenait pas de risques, il n'essayait pas grand-chose. Nous sommes dans un Manchester City qui est aussi en fin de cycle, qui a son joueur, le Ballon d'Or, qui se blesse en début de saison. Et comme c'était la pierre angulaire de son projet, il doit tout reconstruire avec des joueurs aussi qui sont vieillissants, d'autres qui ont perdu totalement confiance en eux, en l'occurrence de Phil Foden et un Erling Haaland qui est blessé une bonne partie de la saison. Donc, et là, tu as un Bayern de Munich, oui, qui a encore une ossature, mais c'est une somme de joueurs moyens, d'individualités qui sont irrégulières. Et leur joueur phare, celui qui apportait de la lumière, était blessé. Donc, et c'est un Liverpool, lui, en première ligue, qui est extraordinaire. Qui, avant de croiser le PSG, on dit c'est l'équipe qui sera difficile à battre. C'est limite le favori. Mais c'est la première saison de Sorloth et ce qu'il est en train de faire était déjà incroyable parce que personne ne pensait qu'au lendemain du Jürgen Klopp, avec ce qu'il avait construit avec cette équipe-là, quelqu'un allait directement aller affronter les sommets de Première Ligue et qui puissait aussi la remporter. Donc oui, il faudrait qu'on sache que oui, le PSG était extraordinaire. Oui, c'est un projet nouveau aussi. Mais de tous ces projets-là, c'est l'équipe qui est sur une lancée, c'est l'équipe qui est sur une dynamique parce que le PSG, là, ils accumulent un récit, un passif qui est très conséquent en termes d'histoire, en termes de mentalité. Donc, ils étaient sur une reconstruction complète. Et ils ont passé une année. Le PSG, c'est le récent demi-finaliste de la Champions League. Donc, quand ils arrivent là, de tous ces projets-là, c'est peut-être le projet qui est le plus maturé. Donc, pour répondre à la suite, il est possible que le PSG là ne soit un même PSG l'année prochaine, mais je ne sais pas si la densité l'année prochaine ne sera pas plus grande que celle de cette année-ci, parce que ces deux équipes seront encore plus aguerries
comme vous l'avez cité, en l'occurrence, c'est Liverpool parce qu'ils ont fait un recrutement. Florian Wirtz, c'est pas n'importe qui. Rajouter Florian Wirtz dans une équipe si huilée, franchement, on ne sait pas, mais ça risque d'être un truc. D'accord, donc si je Si- comprends bien, Oui, pour toi, le Paris Saint-Germain, vu que Luis Enrique d'ailleurs, ça revient à ce que Luis Enrique a dit hier en conférence de presse, où il précisait que Xabi Alonso, son projet a débuté depuis un mois, tandis que lui, son projet a débuté il y a 2 ans. Donc, si je comprends bien, le projet Paris Saint-Germain leur a permis cette année d'être en avance sur les autres projets, mais tu estimes que durant les prochaines saisons, il se peut que les autres projets réussissent à rattraper le projet parisien, si j'ai bien compris, si j'ai bien résumé. du moins, il y a des personnes qui pourront être au niveau plus que cette année-ci. Donc, ce qui dirait que l'adversité serait un peu plus grande. J'ai oublié de citer une équipe que je vois très dangereuse l'année qui arrive. Le Arsenal de Mikel Arteta. Oh Ça my travaille God. chaque jour, chaque année. Arsenal marque un pas vers une gloire. On a Ben, l'impression de... Tu dis? Chaque année depuis leur existence. t'étais le deuxième là. Hein. Ah, Quel le sérieux. PSG l'a pris cette année, donc si vous parlez, je Oui, n'ai parce rien à que dire. En fait. quand je vois des équipes charrier le PSG, je me demande ce que c'est qu'être supporter d'Arsenal. Merci. Non, c'est pas possible. Hmm. Merci Je beaucoup. sais pas si c'est la même chose, hein, parce que des déconvenus, le PSG a des déceptions. Si on dit, si tu tapes Internet, tu dis les défaites les plus houleuses là, je pense que le PSG, sont pas loin d'être J'étais top 1 ou top 2. Hein. Non, mais j'étais tu peux avec pas Francis. comparer Arsenal avec le PSG, je suis S'il vous désolé. plaît, Même s'il si en vous Ligue plaît, des on ne Champions, parle c'est pas pas. comparable. Si je peux me permettre, ne parlons pas en même temps. Oui, Christian, tu voulais réagir? Oui, juste pour dire que j'étais avec Francis lors de la remontada. C'était une des pires soirées de ma vie. Pour dire que nous, on a vécu. Laissez. Et Manchester United. Ah. Comment Kimpembe Et saute le avec Real les de Madrid de Karim Benzema. Ah, J'ai suivi un supporter, Mais ça fait, juste pour la sans te petite couper, parenthèse. sans vouloir te couper. Mais tu parles des humiliations contre les Manchester United, contre les Real de Madrid. Mais à ce moment-là, Arsenal était où? En fait, si je Qui Est-ce peux qu'ils me faisait du jouent permettre, Arsenal? Ils étaient même pas à ce niveau, frère. C'est incomparable. si je peux me permettre, Ils jouaient même pas la Ligue des Champions. justement, si je peux me permettre, je vois un peu, en tout cas, je comprends, je vais faire de la synthèse. Je comprends le propos de Sapé parce qu'effectivement, lorsque vous regardez déjà en première ligue, chaque année, Arsenal évolue. Ils ont commencé avec Arteta hors des places européennes, ensuite l'Europa League, l'Europa League qu'ils ont remporté, ensuite la Ligue des Champions, ensuite troisième du classement, et ça fait 2 années. L'Europa League, quoi? L'Europa League, ils ont fait quoi? Ils ont gagné l'Europa League. Mais je rêve. bon? Ils n'ont pas Je gagné rêve. l'Europa Arsenal. League avec Quelle année, frère? Arteta? Quelle année? Ils ont jamais rien gagné, eux. Non. Non. Non, Arsenal à l'Europa League. Ils n'ont pas. Ah non, ils ont perdu contre Chelsea, effectivement. Oui, c'est vrai. Pardon, Arsenal, depuis que j'ai poussé mon premier cri, Internet ils deuxième. n'ont jamais rien gagné. D'accord. En fait, si je peux me permettre, je pense que le propos de Christian, de François, pardon, c'est de dire en championnat, ils ont quand même une certaine stabilité qu'ils n'avaient plus depuis Arsène Wenger, d'une part. D'autre part, en Ligue des Champions, si vous regardez leur parcours depuis 3 ans, l'année d'avant, cette année, ils ont fait quart de finale. Cette année, ils ont fait demi-finale. Donc, rien ne dit qu'ils iront pas plus loin cette année. En fait, ils marquent. Chaque année, ils progressent quand même. Chaque année, ils ont une saison en progression. Par contre, là où j'émets un bémol, c'est que, comme l'a dit Patrice Evra, c'est une série Netflix sans fin. Donc, moi non plus, je ne crois pas au projet Arsenal. Alors, je crois que nous avons dit tout ce que nous avions à dire. Francis, Oui, non, Francis, je vais juste te rajouter un petit truc. vas-y. Après, tu vas serai pas long. Sache que, comme tu dis que c'est une série Netflix qui n'a pas de fin, nous sommes pas censés ignorer que toute chose a une fin déjà. Même le chant là. Paris, SG, tout ça, on va dire. Effectivement. Il y a une partie là, non? C'est cette année, hein? Les pleurs et les pleurs depuis l'histoire de la naissance de cette ville lumière. C'est cette année, si n'oublions pas.
Arsenal, Arsenal, lui, était deuxième, mais ils ont frôlé des finales, ils ont des campagnes, ils ont des championnats. Mais Arsenal, sur frérot, la tête de Wenger, on a frôlé autant de finales que frère, on a 70 ans d'existence. Frôlé, vos finales, c'est un supporter, là. frôlé, frôlé. Ça a commencé. Maintenant, c'est les finales sans supporter. D'accord. Parce que la finale Alors, du Covid, c'est pas une finale, hein. Mais les gars, arrêtez. On peut pas comparer le PSG à Arsenal quand même. N'exagérez pas. L'année Lucas, prochaine. en tout cas, quoi qu'il en soit, le divin François a dit que il faudra faire attention à Arsenal. Les supporters du PSG qui ont oublié qu'ils ont souffert estiment qu'il faut pas regarder Arsenal. Donc, seul l'avenir nous le dira. Avant de continuer, je vous invite dans les commentaires à nous dire qu'est-ce que vous avez pensé de ce Paris Saint-Germain. Est-ce que vous êtes toujours autant surpris des démonstrations qu'ils font face aux mastodontes européens? Et surtout, est-ce que vous pensez que nous assistons à une probable suprématie du PSG dans les futures années?